Bon, quand tu veux, Benoît. Faut y aller, t'es sûr? Non, mais je suis pas vraiment prêt, quoi, Alex. Attends, on remet le tournage à demain. Ça m'arrange pas, Benoît. Ok. Bon, ben ça tourne alors, c'est ça? Ça tourne, c'est quand tu veux. Ok. Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, c'est avec un plaisir sans cesse renouvelé que je vous retrouve ce mercredi pour un 100% toujours plus beau. Par contre, là quand même, Alex, on peut pas lancer le sommaire plus tard? Si tu veux, mais ça n'a aucun sens. Ok, bon ben d'accord, on va lancer. Dans ce joli 100% du mercredi, nous verrons la critique flash de Afterburner Climax, puis Autoplay Samplay, la minute du geek et le Tokyo Café. Par contre, les news, je les lance après. What if you miss? I won't. Alors que Microsoft a officiellement clos les serveurs Xbox Live de la première Xbox, le développeur Bungie attend encore un peu avant de fermer ses serveurs multijoueurs pour Halo 2. Il se trouve que quelques passionnés n'ont pas éteint leur console depuis la fermeture de Microsoft et sont toujours en match sur Halo 2. Ils ne sont plus que 12 actuellement. Une déconnexion et ils ne pourront plus revenir au jeu à tout jamais. Lequel sera le dernier ? On savait que Bungie et Microsoft ne s'entendaient plus et que la société à l'origine de la série Halo avait décidé de poursuivre l'aventure seule depuis fin 2007. Mais on se doutait que cela ne serait que temporaire. C'est aujourd'hui confirmé. Bungie vient en effet de signer un contrat d'exclusivité sur 10 ans avec Activision, donnant au numéro 1 des éditeurs tiers les droits d'exploitation sur les prochaines productions du studio. Cela ne concernera en revanche pas un éventuel autre épisode d'Halo, puisque Microsoft est l'unique propriétaire de tout ce qui touche à la saga. De toutes les manières, Brian Jarrard, community manager chez Bungie, a clairement mis les mots sur ce que tout le monde savait déjà. Halo Reach sera le dernier volet de la série. Activision a réalisé un gros coup sur le marché en s'attachant les services d'un studio réputé. En prime, leur prochain titre pourrait bien voir le jour sur toutes les plateformes et non plus uniquement sur 360. Bref, vraiment tout bénef pour Activision. Attendue pour la rentrée, la version Wii de Trackmania proposera bien un éditeur de circuit. Au cœur de la licence Trackmania, l'aspect Create and Share, cher aux joueurs PC, sera décliné sur la console de salon Nintendo. Plus de 1000 blocs seront ainsi disponibles afin de créer simplement à l'aide de la Wiimote une tonne de circuits qu'il sera ensuite possible de partager via la connexion Wi-Fi Nintendo. Nous reparlerons de façon détaillée mi-mai de ce jeu prometteur qui sera jouable grâce au choix au combo Wiimote Nunchuk, au pad classique ou au volant Wii. Trackmania devrait également proposer plus de 200 circuits, 6 environnements influents sur le gameplay du jeu, ainsi qu'un mode multijoueur online à 6 et en écran splitté à 4. Et Benoît, t'as un t-shirt Ace Combat 6. Ouais. Et tu sais pourquoi on dit Ace Combat et pas Ace Combat? Parce qu'on dit Afterburner et pas Afterburner. Afterburner fut l'un des plus gros succès d'arcade de Sega. Sorti en octobre 1987, ce shoot vous mettait aux commandes d'un avion de chasse traversant 23 environnements différents pour détruire avions et unités au sol à toute berzingue. Afterburner 2, sorti presque en même temps, permettait en plus de modifier la vitesse de son engin. Mais on se souvient surtout de ces jeux pour leur vitesse incroyable et la borne Deluxe qui permettait de s'asseoir dans un cockpit qui bougeait sur 2 axes. En 2006, Afterburner Climax débarque dans les salles d'arcade sur système Lindbergh, un PC sous Linux à base de Pentium 4 et GeForce. Là encore, on aura droit à une borne offrant une ceinture de sécurité et des sensations de pilotage saisissantes. C'est en 2010 que débarque sur le Xbox Live Arcade et le PlayStation Network Afterburner Climax, l'adaptation du jeu d'arcade.
La première chose qui saute aux yeux lorsqu'on lance le jeu, c'est l'incroyable rapidité d'exécution. C'est bien simple, on a l'impression de jouer à Burnout en mode turbo constamment. On sent que Sega a soigné la parenté avec son illustre ancêtre. Le but est toujours le même, pénétrer les lignes ennemies en tirant sur tout ce qui bouge. On est dans de l'arcade pure. La jouabilité est instinctive. On a la possibilité d'accélérer, de décélérer et bien sûr de tirer à l'aide des boutons, à la mitrailleuse ou des missiles. Petite nouveauté inédite de cet épisode, le mode Climax qui permet de ralentir l'action et ainsi de loquer le plus de chasseurs ennemis possible pour les abattre en une seule salve de missiles. Cette fonction est toutefois conditionnée par une jauge qui se remplit au fur et à mesure de votre progression. En plus du mode arcade, on trouve des options EX qui sont des petits extras à débloquer plutôt facilement au fil des parties. Elles vous permettront d'améliorer ou au contraire limiter vos capacités. Un bon point pour les joueurs qui aiment se lancer des défis. La réalisation de Afterburner Climax est solide, même si l'on pourra déplorer quelques textures un peu floues ou des environnements manquant légèrement de détails. Mais de toute manière, l'action est tellement rapide et frénétique qu'il est tout simplement impossible de s'en apercevoir à moins de mettre le jeu en pause. Cette version moderne de ce grand classique mérite toute l'attention des passionnés d'arcade, mais aussi des joueurs plus occasionnels qui auront à leur disposition un jeu immédiatement fun, intense et facile d'accès. Pour environ 10 €, il faudra toutefois être prêt à concevoir que le jeu peut se terminer en 15 minutes. Malgré tout, Afterburner Climax possède ce charme des jeux d'antan. Même s'ils sont courts, c'est toujours un plaisir d'y revenir. Eh, chiche Alex, ce qu'on fait, on laisse tout comme ça, on laisse tout allumé, on va manger et on revient tourner la suite après. Oh, ça commence à bien faire, Benoît. T'es infernal, hein. Tu veux toujours tout remettre à plus tard. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Ça a un nom, hein. C'est un procrastinateur. Parfaitement, t'es un procrastinateur. Alors là, vraiment, Alex, que tu me dises ça à moi, là, tu me... Ouais, c'est du bon côté. Tu me fais super mal au cœur. Tu l'as bien cherché. Ouais, mais je vais te prouver que c'est pas vrai, Alex. Je vais lancer Autoplay Sampler. Et tu vas voir. Et tu vas être étonné. Mais d'abord, on peut pas aller manger? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Autoplay Sample. Alors aujourd'hui on va regarder les sorties CD, les téléchargements, les tie-up et les clips qui vont venir dans la rotation de Game Life. On commence tout de suite avec la bande originale de Resonance of Fate, ou plutôt End of Eternity au Japon, qui est le dernier RPG qui est né de la collaboration entre Sega et Tri-Ace, le studio qui a développé par exemple Valkyrie Profile ou Star Ocean. Pour les musiques, on retrouve deux compositeurs qui se sont partagé le travail. Donc il y a Sakuraba Motoi qui est le compositeur par exemple des Tales of ou des Star Ocean, qui s'est fait connaître pour un style rock, super speed, super dynamique, notamment dans les thèmes de bataille. Et justement, dans Resonance of Fate, il s'occupe majoritairement des thèmes de bataille. Le second compositeur, il s'agit de Tanaka Kohei, qui est un vétéran de la composition de musique de film ou de jeux vidéo au Japon, avec par exemple la série Tengai Makyo ou Sakura Taisen. Et lui, il est beaucoup plus dans l'orchestral, donc c'est assez intéressant la manière dont ils se sont séparés le travail. Autant Sakuraba va faire les thèmes de combat, les trucs super speed, etc. Autant Tanaka va plus s'axer sur ce qui est thème de cartes, thème de personnages ou les musiques des cinématiques. Et saviez-vous d'ailleurs qu'un DVD retraçant les 30 ans de carrière de Tanaka Kohei va bientôt sortir au Japon? Et 30 ans, c'est quand même très long, c'est carrément presque toute l'histoire du jeu vidéo. Et on écoute tout de suite Resonance of Fate. La seconde bande originale, ce sera celle de Mega Man 10 ou Rockman 10 au Japon, qui reprend comme Mega Man 9 l'esthétique néo-rétro des Mega Man de la NES sur les nouvelles plateformes d'aujourd'hui. Il en est de même pour la musique, c'est de la chiptune, donc on pourrait penser qu'ils ont fait exactement pareil que de la NES en utilisant les mêmes limitations, mais comme pour Mega Man 9, ils n'ont pas pu s'empêcher de tricher un petit peu pour mettre des trucs plus actuels et se faire plaisir, mais bon, ça rend quand même très bien au final. Comme pour Mega Man 9, c'est le studio Inti Creates qui est chapeauté par Yamada Ippo, qui s'est occupé des musiques. Ce qui change cette fois-ci, c'est qu'ils ont fait appel aux compositeurs des anciens Mega Man pour composer les musiques uniquement des boss. Donc on retrouve par exemple Yasuaki Bunbun Fujita, qui est le compositeur de Mega Man 3 et 4, ou par exemple Matsumae Manani, qui était compositrice sur les deux premiers Mega Man, et qui a justement ici composé le thème de Nitroman, et il m'avait tapé dans l'œil avant même que je sache que c'était elle, et j'étais très contente.
Sinon, ça change un petit peu de la bande originale de Mega Man 9, c'est un peu moins catchy, c'est un petit peu différent, mais ça s'écoute quand même. On passe au téléchargement et le premier, ça sera un album qu'on peut télécharger gratuitement, c'est bien ça. C'est la bande originale du jeu Kaleidoscope qui est sortie sur le Xbox Live en février 2010, oui, bah c'était juste là à côté, donc qui est composée par un musicien suédois qui s'appelle Another Soundscape qui en fait s'était fait connaître sur le site OC Remix et c'est justement sur ce site qu'il a mis la bande originale de Kaleidoscope à télécharger gratuitement. Et ce qui est intéressant avec Kaleidoscope, c'est que non seulement la musique change en fonction des actions du joueur, mais que ce jeu a été développé uniquement par 3 personnes qui n'habitent même pas les mêmes pays. Par exemple, le compositeur est en Suède et il travaille avec des personnes qui habitent dans d'autres pays, mais tout s'est fait via Internet et c'est quand même magique qu'on puisse faire ça à notre époque. Le deuxième téléchargement, ce sera l'OST de Nobi Nobi Boy, qui est un téléchargement payant cette fois-ci. Et moi, je pense qu'ils ont sorti ça uniquement en téléchargement parce que en boîte, en CD en boîte, personne ne l'aura acheté, c'est trop bizarre. Tout comme le jeu d'ailleurs. D'ailleurs, ça a été confirmé par le créateur. Pour ce qui est des musiques, on retrouve plus ou moins à chaque fois le thème de Nobi Boy. Donc Boy, cette espèce de truc qui s'étire pour faire plaisir à Girl, et qui est repris avec divers instruments. Et si on achète l'album entier et non pas chanson par chanson, il y a un livret, il y a une vidéo en plus, mais surtout la reprise de la chanson du vieux jeu Metro Cross avec Boy qui chante dessus, c'est génial, j'adore. Le tie-up d'aujourd'hui, ça sera Fragile, un jeu sur Wii qui est sorti il n'y a pas très longtemps en France, qui est sorti il y a déjà presque 1 an au Japon. Donc le thème d'intro et le thème de fin sont chantés par Teshima Aoi, artiste qu'on diffuse sur No Life, qui respire la joie de vivre. Et d'ailleurs, comme c'est un jeu très... je crois ils sont arrivés à faire un jeu d'aventure dépressif. Hein. C'est... Pour terminer l'émission, je vais vous présenter les intros qui vont rentrer dans la rotation de Game Life. Alors tout ça sera Resonance of Fate, ça tombe bien. Et il faut savoir qu'il y a un petit truc rigolo dans Resonance of Fate, c'est qu'on peut changer les costumes des héros, de l'héroïne, etc. Et comme Tri-Ace, ils sont un petit peu otaku et qu'ils aiment leurs joueurs otaku aussi, ils ont fait en sorte qu'on puisse voir très souvent la culotte de l'héroïne. Et les joueurs japonais se sont amusés à faire des vidéos où ils ne mettent que les plans de culottes de l'héroïne. Et chercher les culottes comme ça au Japon, c'est un nom, ça s'appelle le Panchila. Et la deuxième intro, ça sera l'intro de Fragile, bien sûr. Et c'est bien, c'est comme si on avait un nouveau clip de Teshima Aoi sur No Life. Et là, ce qui est encore plus génial, c'est que c'est sous-titré en français. Voilà, ce nouveau numéro d'Autoplay est terminé. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans 2 semaines. C'est pour ça que ça doit être bien d'être roi de Britannia. Hein. On a l'argent, on a les honneurs, on a les Ouais, mais en même temps, ça fait des responsabilités, des décisions à prendre. Bon, ben tout de suite, la minute du geek consacrée à Richard Garriott.
le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Lord British est un personnage qui est apparu dans la série de RPG Ultima. Ce personnage est l'alter ego virtuel de Richard Garriott, le concepteur du jeu. Garriott est souvent considéré comme le père du RPG vidéoludique. À cause de son pseudo, on croit souvent que Richard Garriott est anglais, alors qu'en fait il est américain. La confusion vient aussi du fait qu'il est né sur le sol anglais à Cambridge de parents américains. Son père était Owen Garriott, un scientifique et astronaute qui est notamment parti dans l'espace à bord de la station spatiale Skylab en 1973 et à bord de la mission Spacelab 1 en 1983. A noter qu'Owen apparaît en tant que PNJ dans Ultima 2 et Ultima 7. Richard Garriott doit en fait son pseudo à ses camarades de colonie de vacances. En 1977, les parents de Richard l'envoyèrent participer à une colonie de vacances ayant pour thème l'informatique à l'université de l'Oklahoma. Le premier jour, Richard s'adressa à ses camarades en disant « Hello » plutôt que « Hi », et cela lui donna immédiatement l'étiquette d'être un snob, donc un British. Plutôt fier du pseudo, Garriott l'adopta et continue de l'employer à ce jour. 2 ans plus tard, Richard se faisait un nom en créant Akalabes, une adaptation libre de Donjons et Dragons en jeu vidéo. Akalabes est souvent surnommé Ultima Zero, étant le précurseur de la célèbre série. Au départ, Garriott le distribua lui-même avec des sacs de congélation en guise d'emballage. Il en vendit 12 sous cette forme. Mais le jeu fut repéré par la société California Pacific Computer, un petit éditeur, qui décida de le distribuer à plus grande échelle. Le jeu se vendit à 30 000 exemplaires, Garriott touchait 5 $ par exemplaire vendu, donc inutile de dire que ce fut un bon départ pour sa carrière de créateur de jeux. Le personnage de Lord British apparaissait évidemment dans Ultima Online. Bien que censé être invincible, il fut assassiné lors du bêta-test par un joueur astucieux qui sut exploiter un bug du jeu. Cet événement est considéré comme un tournant majeur dans l'histoire du jeu vidéo, puisqu'il prouvait que les joueurs pouvaient influer sur un univers de jeu. Ok, Baudouin, petit effort, on a quasiment fini, il reste plus que... Comment ça s'appelle déjà il reste le truc là avec Suzuka. Tokyo Café. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, ça parle de... Alex, c'est toi qui l'as écrit sur le conducteur, c'est Ouais, Made in Japan et Hito. Ah, je t'ai eu. T'as lancé Tokyo Café. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 私今日はラビレットに来ています。ラビレットで何をしているかと言いますと、なんとですね、この会場見ますでしょうか。今日はラビンジャパンに来ています。やっぱりラビンジャパンお店がいっぱい出ています。ここはアクセサリー、缶バッジ、フィギュリン、刀、同人、何もない。折り紙、着物、ジャパニーズジーンズ、ピカチュウ、お寿司食べてます。ゲーム売ってる。ポニョポニョポニョ魚の子、見えた？ポニョ。すごい、もう最近はフランスでもポピュラーになった招き猫。どんなお店ですか？うちは和雑貨ですね。和雑貨中が半分、例えばお皿とかの輸入のものが半分と、あとこういう招き猫ですね。招き猫ね、ラッキーキャット関係のものが半分ってな感じです。これはイベントのために持ってきたのでしょうか、それともお店も構えていらっしゃる？パリにお店が、小さいですけどお店があって、そこで営業を営んでます。視聴者さんとの交流会もしています。Vous êtes abonné? Non. Bientôt. Merci beaucoup. ありがとう。au revoir。かわいいからいっか。すごい大変なものを発見しました。プリクラー、すごい、ちょっと高いな。10ユーロか。Qu'est-ce que c'est Plicula? Alors les Plicula, c'est des photomatons qui viennent du Japon. C'est fait pour prendre des photos en groupe. Et après on personnalise entièrement ces photos. Il n'y a jamais deux photos identiques, il y a plein d'options possibles.
Et ensuite, ça imprime des photos autocollantes. Voilà, on choisit le format des photos et on se les partage entre amis. D'accord. Ça marche bien? Ça marche très bien, oui. Oui, oui. 幸せなら目がヒットということでなんとステージにヒットさんが歌ってらっしゃいます。黒髪も素敵ヒット。ヒトさんすぐにまたねフランス戻ってきてコンサートやってくださるといいんだけどね。Vous venez pour Ito? Ouais? Des rentrées? 入ります入ります。やったーメルシー。やったーヒトさん歌い終わったヒトさんの楽屋に私スネーク鈴鹿潜入です。お邪魔します。お疲れ様です。お久しぶりです。一言コンサートを終えて。チュースヒットです。今日もマジセビアンなヒットショーでした。みんなありがとう。オンシャンテなんちゃってヒットさんって歌も演奏もあれですけど、あれ舞台楽しいですね。ステージそうですか。笑えるコンサートなかなかないですよ。いや笑い系ではないんですけどもねはい、一応一ミュージシャンとして頑張っております。はい、ということでじゃあヒッターズにちょっと熱いメッセージを。そうですねかっこよく映ってなかったらどうしよう。これから多分フランスですね。フランスでライブヒットショーいっぱいやると思うので、なんか結構去年も来たんですけど、去年よりも全然意気込み強くて、これからもなんかフランスでこうヒットのね地位をね上げていきたいなと思ってるんで、応援よろしくお願いします。うちのチャンネルでヒットさんの PV に投票とかやってるんですよ。なのでちょっと今桜ロマンスですもんね。桜ロマンスちょっと入れてくれって。桜ロマンス入れてくれまんまじゃないですかということでヒットさんの楽屋からでした。いやでもしかし本当にこういうイベント工房所増えましたね。日本絡みの本当にいっぱいあって、私なんてもう今3週連続工房所行ってますけれども、みんな飽きないんでしょうかね。いつまでこのブームは続くのでしょうか。フブネコンペブレÉvidemment, cela m'a demandé un grand travail d'acteur, mais ça a été un vrai rôle de composition et un vrai plaisir, hein, parce que je ne suis pas du tout, mais pas du tout un procrastinateur. Hein. Je vais toujours de l'avant, je ne me pose pas de questions, ça se serait vu, et je fais ce que j'ai à faire dans le temps qui m'est imparti. Toujours rendu à l'heure, toujours la deadline, toujours. Bon, évidemment, certains m'objecteront que la journée de la procrastination, c'était le 25 mars dernier, qu'on est déjà un petit peu en mai, mais vous le savez, le temps passe tellement vite avec des bisous.